Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast de celles et ceux qui préfèrent cheminer et se questionner plutôt que de prendre des routes toutes tracées. Je suis Marion, docteur en pharmacie, naturopathe et coach. Ici, je questionne, j'explore, je doute, je déconstruis et je fais pousser de nouvelles racines. Ce podcast est un espace où le bien-être est politique, où prendre soin de soi devient un acte de résistance face à un monde qui nous pousse à l'épuisement. C'est un espace où on parle de bien-être, d'écologie, de naturopathie, d'entrepreneuriat, de problématiques de société et de choix de vie engagés. Où l'on explore la santé autrement, en refusant les injonctions et en construisant un monde où l'on prend soin de soi, des autres et du vivant. Je partage ici mes réflexions, mes prises de conscience, mes vulnérabilités et j'ouvre le dialogue avec celles et ceux qui, comme vous, cherchent à tracer leur propre chemin. Parce que oui, un autre chemin est possible, plus libre, plus juste, plus aligné. Si ce podcast vous inspire, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire et à le partager autour de vous. Bonjour et bienvenue dans le podcast Un autre chemin est possible. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode en solo. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait d'ailleurs, puisque le mois de mai a été un mois de pause pour le podcast, entre les ponts et mes projets pro à côté. Et du coup, je suis contente de vous retrouver cette semaine. Alors, le thème de l'épisode du jour, je l'ai intitulé « Un autre chemin est possible, mais il n'est pas facile ». C'est venu un peu d'une discussion qu'on avait avec mon conjoint en déjeunant, où justement, il m'a dit exactement cette phrase, il m'a dit un autre chemin est possible, mais c'est chaud, hein. Et j'avais envie de partager un peu autour de ça. Quand j'ai choisi le nom de ce podcast, c'était un peu une évidence. Ce podcast, il est né au moment de ma reconversion professionnelle. C'est vraiment une étape pour moi qui a été marquante, comme si justement je choisissais de dessiner un autre chemin. C'est une thématique qui m'animait depuis plusieurs années. En fait, je pense même depuis très longtemps. Enfant, j'étais déjà dans une recherche souvent de l'originalité et puis de questionnement. Et même si, en parallèle, j'étais aussi très dans la norme et dans le fait de rentrer dans le moule tel qu'il m'avait été montré, j'avais un peu cette ambivalence, une partie qui questionnait et l'autre partie qui suivait sans trop se poser de questions. Et en fait, ça fait effectivement plus d'une dizaine d'années que je suis rentrée beaucoup plus dans un processus de déconstruction et une chose en a entraîné une autre et c'est devenu, je pense, quelque part une philosophie de vie. Et du coup, le nom de ce podcast, il est porteur de cette énergie d'aller questionner la norme, d'aller chercher des chemins alternatifs, que ce soit pour soi-même ou pour le monde. Moi, je crois beaucoup en ça et c'est vrai que ces réflexions, elles sont peut-être parties de questionnements autour du travail, ensuite de la santé et du bien-être, évidemment l'alimentation, et puis ensuite l'environnement, l'écologie. Mais même, je pourrais dire, quand je suis devenue maman, je me rappelle autour de la maternité, de la parentalité, de l'éducation aussi. C'est hyper large finalement, cette thématique, ça peut toucher tous les domaines de vie, l'argent, notre rapport à la consommation, notre manière de vivre en fait, de manière très globale. Et donc à la fois c'est vraiment une valeur qui est centrale pour moi et un message que j'ai envie de porter, c'est-à-dire vraiment d'encourager au travers ce podcast et d'inspirer pour aller explorer ces autres chemins possibles pour soi-même et pour le monde. Et en même temps, j'ai une démarche de transparence et d'authenticité, de pas nier la difficulté de ce chemin. Je l'ai déjà partagé sur certains aspects autour d'épisodes, mais je me rends compte que peut-être en ayant ce titre, un autre chemin est possible, il peut même être reçu comme une injonction quelque part, parce que s'il est possible, peut-être qu'on devrait y arriver, ou du coup voilà, si c'est possible, ça veut dire atteignable, donc pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous n'y arrivez pas? Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'apporter une vision assez globale en fait de qu'est-ce que ça importe finalement cet autre chemin. Je trouve que ça serait vraiment trop facile d'être dans une posture de un autre chemin est possible, la preuve, je le fais, comme être un peu donneur de leçons.
Et je pense que c'est important de partager autour de la difficulté qui est vécue quand on emprunte d'autres chemins, mais aussi qu'est-ce qui fait que on n'ose pas forcément les emprunter et que c'est dur d'oser tout simplement sortir du moule, sortir de la norme. Et donc je me suis listée pour moi-même et du coup j'avais envie de le partager, les raisons de pourquoi c'est difficile, pour peut-être que vous compreniez que c'est pas vous qui galérez, c'est pas, enfin c'est pas de votre faute. Il y a tout un tas de raisons et peut-être qu'en les comprenant et en les assumant, on peut voir les choses autrement et peut-être se sentir aussi soulagé d'une façon. Alors j'ai noté 3 grands types de raisons. La première raison, pour moi, c'est tout ce qui est lié à notre système, à notre société. Ensuite, il y a des raisons qui, pour moi, sont liées à la charge mentale, ce que j'ai appelé la charge mentale de la lucidité ou la charge mentale de la conscience. Et ensuite, il y a tout un aspect qui est lié à la dimension émotionnelle de ces questionnements, d'emprunter ces chemins alternatifs. Donc, je vous propose de voir un peu la première cause qui est justement liée à ce système. Je pense qu'on le sait tous, qu'on vit dans un système qui est extrêmement normé, à plein d'aspects, que ce soit par l'école, par le monde professionnel, la cellule familiale aussi. Ça met un cadre qui est difficile de nous autoriser justement à nous émanciper et à faire différemment. Parce que c'est pas forcément quelque chose qui est encouragé dès le départ, au contraire qui est plutôt stigmatisé dès qu'on sort de la norme et donc il y a tout un processus en nous qui fait qu'on a envie de s'y conformer. Je pense aussi qu'on manque encore beaucoup aujourd'hui de modèles inspirants. Alors peut-être que les réseaux sociaux en fournissent davantage puisqu'ils permettent d'avoir accès à plus d'informations, à plus de prises de parole. Néanmoins, le problème des réseaux, c'est que comme ils ne montrent qu'un aspect de la vie des gens, on peut pas forcément savoir l'intégralité, quelle est la vraie réalité dans laquelle ces personnes se trouvent. Ça peut être, enfin en tout cas, ça peut être limité d'avoir ces modèles, mais je pense que c'est vraiment nécessaire. Je vais vous prendre l'exemple d'une personne qui parle beaucoup de l'éducation, par exemple, des enfants, qui est Marion Querc. C'est une personne que vraiment j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les sujets qu'elle partage. Elle est partie vivre en Suède et a découvert justement une autre façon d'éduquer les enfants et a permis de voir avec un autre regard la façon française. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir une autre approche culturelle qui vient dire, en fait, ce qu'on fait en France, c'est pas forcément la manière plus bienveillante. Il y a d'autres pays qui fonctionnent autrement et c'est possible. Et je trouve qu'elle incarne justement cet autre chemin possible dans le domaine de l'éducation et des droits des enfants, parce que c'est vraiment ça son sujet finalement, plus que l'éducation. Je trouve qu'en tout cas, le fait d'avoir des gens qui portent cette parole comme elle dans ce domaine-là, par exemple, ça aide à dire «Ah, ok, donc la façon que j'ai toujours connue, en fait, il est possible de faire autrement». Mais ces modèles sont pas toujours connus du grand public et restent encore minoritaires, donc on aurait besoin d'encore plus de personnes comme ça. Je crois aussi qu'on a un imaginaire collectif qui est assez pauvre finalement. Ça, je l'ai ressenti par exemple quand j'ai eu mes 40 ans l'année dernière. Je me suis rendu compte, c'est quoi les représentations justement que je peux avoir d'une femme après la quarantaine, c'est quoi les modèles? Puisque finalement, depuis toute petite, les modèles de femmes que j'avais pu voir au travers, on va dire, la publicité, les médias, c'est toujours des femmes jeunes, donc qui cochent les cases carrière, famille. Il y a une représentation des femmes qui est très normée et en avançant en âge et en voulant me questionner sur c'est quoi les autres représentations des femmes et qu'est-ce qui peut m'inspirer quand je ne me reconnais plus forcément dans ces modèles-là, en fait, il y en a pas beaucoup. Et c'est comme si c'était à nous justement d'aller inventer cet imaginaire et c'est pas forcément évident d'aller développer et imaginer justement qu'est-ce que pourraient être nos représentations différentes de celles qu'on nous a fournies en fait. Et dans le côté normatif, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est très fort, c'est que la réussite aujourd'hui,
Elle est encore très normée, tout simplement. Alors ça, c'est lié à notre système capitaliste et j'ai beaucoup de choses à en dire, ça sera la deuxième cause. Mais il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a fait cette remarque sur un post que j'avais partagé en me disant oh là là, t'avais une carrière de ouf qui t'attendait et t'as choisi de cette vie alignée, je suis admiratif. Bon, le post en soi, c'était très enfin le commentaire en soi, c'est plutôt sympa d'avoir dit ça, c'est plutôt un compliment. Mais ce qui m'a interpellée, c'est que la personne disait t'avais une carrière de ouf qui t'attendait. Et en rigolant, j'ai répondu mais c'est ça ma carrière de ouf. Et en fait, ça montre aussi à quel point, dans notre société actuelle, la carrière, la réussite, ça reste encore des gros postes, dans des grandes entreprises, avec une grande réussite financière, ou alors dans l'entrepreneuriat, un grand succès d'entreprise. Il n'y a pas 40 000 versions possibles, même si je pense que plein de gens, quand on les interroge concrètement, est-ce que c'est cette réussite-là à laquelle ils aspirent ? Probablement pas tous, mais cette représentation collective de la réussite, elle est encore très marquée, je trouve. Et ça m'avait fait vraiment écho, cette histoire de... parce que, aussi, tout simplement, en ayant 40 ans, aujourd'hui, tous les gens qui étaient à peu près au même niveau que moi il y a quelques années, dans le même type d'entreprise, ils ont effectivement aujourd'hui des carrières de ouf, comme on dit. Et du coup, de voir que cette bifurcation que j'ai pu faire au niveau professionnel, elle entraîne un vrai changement dans la trajectoire de carrière et dans la trajectoire économique aussi. Alors, ça fait une transition parfaite sur la deuxième raison pour moi qui est autour de notre système capitaliste. Parce que, je pense que c'est vraiment un des points qui rend le plus difficile le fait d'emprunter d'autres chemins. Déjà parce que du fait d'être dans un système capitaliste, c'est un système qui valorise tout ce qui est en rapport avec la rentabilité. Donc déjà, toutes les activités qui ne rentrent pas forcément dans ces critères de rentabilité, comme, j'ai envie de dire, tout ce qui est autour du soin, du prendre soin, on n'est pas dans ces logiques de rentabilité, même si le système de santé actuel, il est basé sur cette logique-là, c'est-à-dire tarifier à l'acte, faire du volume. Il est dans cette logique-là, mais l'âme même du prendre soin, c'est pas celle-là. C'est plutôt celle de l'écoute, du temps, de la disponibilité, de la présence. Et du coup, c'est des choses qui ne rentrent pas dans les critères de ce système. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment un système qui n'accorde pas de la valeur aux façons de faire alternatives, justement, autour du prendre soin, de l'écologie, parce qu'elles ne répondent pas à cette grille de la rentabilité. Et aussi que, moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment affectée l'année dernière, de me rendre compte que notre société, elle a décidé... Alors, qui a décidé ? Ça fait tellement longtemps, mais elle est comme ça maintenant, donc même on continue de le décider ensemble, finalement. Notre société, elle a décidé d'accorder de la valeur à certaines choses et pas à d'autres. Et parfois, c'est absurde. Et je pense qu'en plus, on est tous d'accord pour le dire, mais malheureusement, on n'a pas forcément la main pour agir autrement. Je vous reprends l'exemple du foot, ou de certains métiers qui sont payés de manière déraisonnable. Pourquoi ? Alors que, à l'inverse, tout le monde est conscient que des métiers comme les métiers de la petite enfance, dans l'éducation, justement dans la santé, qui sont pourtant des valeurs centrales de notre système, non, ça n'a pas de valeur économique. Donc ça, c'est un vrai sujet et qui fait que moi, j'ai tout le temps des personnes autour de moi qui se disent « En fait, j'en peux plus de mon boulot, j'aimerais vraiment faire autre chose, mais je ne peux pas me permettre de baisser en train de vie pour X raisons, parce que j'ai une famille, des crédits ou autre. Et donc, je ne peux pas prendre ce risque. Tout simplement parce que si on avait l'assurance qu'on aurait un revenu minimum, peut-être que les personnes se l'autoriseraient davantage, mais malheureusement, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, en devenant entrepreneur, j'ai découvert que dans l'entrepreneuriat, il n'y a même pas de revenu minimum. Dans le salariat, il existe, c'est le SMIC. L'entrepreneuriat, le revenu minimum, il n'existe pas.
Et donc, c'est pour ça que quand j'entends mes amis me dire «Ah, j'aimerais bien faire autre chose, mais je sais pas quoi», moi je suis intimement convaincue que tout le monde, au fond, saurait quoi faire si il ou elle avait l'assurance que leur sécurité financière, elle allait pas être mise en péril. Et du coup, on en revient à pourquoi ce chemin, il est dur, parce que c'est un problème d'argent, évidemment. Et aussi, par rapport au système capitaliste, je trouve qu'il y a un effet vraiment, difficile. C'est que, même si on n'est plus OK avec ce système et qu'on a envie, d'avoir, d'autres valeurs et de voir les choses autrement, et ben, en fait, le système reste capitaliste. Donc on est quand même obligé de réussir à gagner notre vie, pour, vivre tout simplement dans ce système puisque c'est comme ça qu'il est aujourd'hui. Donc du coup, on se retrouve dans un espèce de paradoxe entre, ce en quoi on croit et devoir quand même se conformer d'une certaine manière au système tel qu'il est aujourd'hui pour survivre. Et du coup, c'est presque une double peine en fait. Et se rajoute à ça qu'il y a un vrai manque, de soutien des institutions, pour soutenir des modèles alternatifs. Et par exemple, aujourd'hui, moi, je suis sidérée de ce qui se passe autour de l'écologie et du bio, par exemple. Il y a un vrai recul de la consommation des produits bio, par exemple, des agriculteurs qui repassent vers du conventionnel. Il y a des subventions qui sont retirées pour l'agence bio. Il y a des pesticides qui sont en train d'être rediscutés pour être à nouveau autorisés alors qu'on les avait retirés parce qu'on connaît les risques sanitaires. Enfin, il y a des tas de sujets sur lesquels j'ai un vrai sentiment de recul et de manque total de soutien des institutions, enfin institutions ou des gouvernements. Et c'est un vrai problème parce que ça n'encourage évidemment pas les chemins alternatifs, quels qu'ils soient. Et enfin, si je devais rajouter un dernier aspect sur la thématique du système au global, qui est une vraie difficulté à un autre chemin possible, c'est le fait que, justement, en étant dans un système capitaliste, tout est fait pour qu'on consomme et pas pour qu'on se questionne. Et ça, c'est un point qui est hyper important. Il y a même, je dirais, une culture de la diversion, au sens divertissement, mais même parfois, j'ai envie de dire, abrutissement, d'avoir tellement accès à des choses débiles qui nous hackent le cerveau, enfin, qui vont nous happer et qui vont happer notre attention. Et d'ailleurs, enfin vraiment, il y a une thématique qui est hyper intéressante aujourd'hui, c'est la thématique de l'économie de l'attention. Tout est dit, c'est l'économie au sens qu'est-ce que ça va rapporter financièrement de capter l'attention des gens. Et le fait qu'aujourd'hui, c'est une vraie bataille de capter l'attention. Et c'est presque ce qui est de plus précieux. Donc évidemment, quand on prend conscience de ça, c'est un système qui va à l'encontre de nous laisser de la place au questionnement, puisque tout est fait pour créer l'inverse. Donc ça, c'était les causes qui, pour moi, font que notre système, il l'aide pas au questionnement et à emprunter d'autres chemins. Je voudrais ensuite aborder le sujet de la charge mentale qui est inhérente à ce processus, finalement, ou à ces processus. En fait, à partir du moment où on se questionne et on a envie d'explorer autre chose et une autre façon de vivre, ça provoque énormément de charge mentale puisque ça va demander du temps pour s'informer, ça va demander aussi de l'énergie, et puis ça peut aussi demander de l'argent. Par exemple, si vous voulez vous former dans quelque chose de différent parce que vous avez envie de vous reconvertir, si vous avez envie de consommer autrement, peut-être que ça va nécessiter aussi des ressources justement financières. Et comme aujourd'hui, on est dans une époque justement où personne n'a le temps, tout le monde est débordé, tout le monde est saturé, personne n'a de temps. La charge mentale, c'est une des choses les plus problématiques à l'heure actuelle de la santé mentale, principalement des femmes. Et donc, ça viendrait se rajouter en plus de la charge mentale qui est déjà là, la gestion de la famille, de tout ce qui est des tâches domestiques, toute cette charge mentale-là. Moi, ce qui m'avait bluffé, c'est que je vous parle souvent d'une émission que j'adore qui s'appelle Sur le front. Quand j'ai commencé à regarder l'émission, il y avait plein de replays qui étaient dispo, donc on a regardé plein d'épisodes sur des thématiques hyper variées. Et ce qui me rendait dingue, c'est que sur plein de sujets, même des sujets qui me parlaient pas à première vue, je vous donne un exemple, les diamants, les forêts, les fleurs. Enfin, quand je dis qu'ils me parlaient pas, je pensais pas qu'il y avait des vrais sujets derrière ces thématiques. Parce que moi, j'étais hyper informée tout ce qui touchait autour de l'alimentation.
mais il y avait des sujets sur lesquels que j'avais pas exploré moi-même. Et en fait, même il y a pas longtemps, il y avait un reportage sur l'acier, par exemple. Je me suis dit, mais l'acier, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à creuser sur le sujet? En fait, il y a plein de sujets sur l'acier. Et du coup, ça rend un peu le truc tentaculaire de se dire, mais attends, mais sur tous les sujets, il y a des choses en termes de consommation et d'éthique et d'environnement qui sont pas OK. Que, en fait, si on ne creuse pas par nous-mêmes, on n'est absolument pas au courant. On peut pas savoir comment ça se passe et ce qui est caché derrière. Et ça peut être complètement tentaculaire et décourageant. Et plein de gens vont dire, mais moi, j'ai pas le temps d'aller creuser tous ces sujets. Alors déjà, merci à ces émissions qui font le travail d'apporter l'information aux gens. Mais tout le monde ne les regarde pas, évidemment. Et je trouve qu'en plus, ça va alimenter, à moi, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est une perte de confiance assez totale dans le système, mais enfin justement dans les institutions, dans les industries. Moi, j'ai vraiment plus confiance en plein de marques avec toujours cette impression qu'il y a du bullshit derrière ou du greenwashing ou puis pas de confiance dans le gouvernement. Et je trouve ça hyper triste de vivre dans un système dans lequel on peut pas être dans la confiance justement dans ces grandes valeurs qui sont les institutions, les industries. Enfin, je trouve ça hyper triste ce constat-là. Et dans la charge mentale, je rajouterais un aspect, c'est que je trouve qu'on fait peser beaucoup trop de responsabilités sur les individus. C'est-à-dire que c'est à chacun de faire sa part, et pourtant c'est une vision que je suis la première à prôner, justement. Je me dis, si chacun faisait un peu plus, que ce soit à tous les niveaux, hein, que ce soit pour sa santé, pour l'environnement, pour sa psychologie, en fait, on apporterait beaucoup plus d'apaisement dans le monde si tout le monde prenait soin de lui. Donc, à la fois, je suis totalement d'accord, mais ça reste des actions qui sont limitées, les actions individuelles. Et je trouve que ça vient rajouter, dans cette histoire de charge mentale, une couche de plus de en plus, il faut que tu fasses ta part, il faut que tu sois comme ci, comme ça, que tu t'informes, que tu sois plus responsable. Mais c'est épuisant, en fait, sur les épaules de chaque personne. Ça vient vraiment rajouter une couche. Et je pense que dans les thématiques de burn-out, il peut y avoir évidemment toutes celles liées au travail, mais celles liées à toutes ces injonctions qui viennent se rajouter les unes sur les autres et à cette hyper-responsabilité qui repose sur les individus. Et je rajouterais sur la charge mentale un aspect qui me semble important, c'est la difficulté à faire la différence entre rechercher l'alignement et le perfectionnisme. Dans le sens que ce qu'on fait ne sera jamais assez, selon quel que soit le critère qu'on va regarder, en fait, et avoir l'impression qu'il faudrait toujours faire plus, ou même que si on ne peut pas atteindre une certaine perfection dans nos actions, du coup, ça vaut peut-être même pas la peine d'essayer. C'est souvent des remarques que j'entends justement au sujet de l'alimentation ou du bien-être de manière générale, ou même de l'éducation. C'est des choses qui reviennent souvent, de se dire «Oh, de toute façon, moi, je peux pas...» Donc en fait, n'essayons même pas, parce que la perfection, elle est trop impossible à atteindre. Alors que je pense que on peut quand même aller dans une direction, et sans être parfait, juste dire «je vais tendre vers ça». Et c'est un chemin, justement, pour revenir à cet autre chemin possible, c'est un chemin, donc on va y aller, et puis on verra, en fait, on fait ce qu'on peut. Moi, j'ai cette thématique en ce moment, par exemple, sur la question des revenus. Justement, pour retomber sur la thématique capitaliste dont je parlais tout à l'heure, entre d'un côté porter mes convictions et en même temps, il faut bien que je vive. Je trouve que c'est une difficulté à avoir des revenus, par exemple, dans des collaborations avec lesquelles je suis 100% alignée. Et en fait, j'accepte que le 100%, il est pas forcément encore là, et que il y a des étapes intermédiaires, et que j'aimerais arriver à ce 100% d'alignement dans tout ce qui me rémunère, et c'est pas encore le cas. Une dernière chose que je voulais ajouter sur la charge mentale, c'est aussi que parfois c'est difficile d'accepter que
on encaisse justement cette charge mentale de faire autrement qui vient se rajouter, alors que les autres le font pas. Et ça, je pense que c'est vraiment une des raisons pour l'écologie, par exemple, qui freine beaucoup de personnes, de se dire mais en fait, pourquoi moi je vais me casser la tête alors que les autres vont pas le faire. Et forcément, à tous raisonner comme ça, on se tire vers le bas et on s'encourage pas à agir. Mais parfois, du coup, il y a cette charge mentale de porter de manière individuelle, justement, l'inconfort alors que le collectif le fait pas. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder sur les raisons pour lesquelles cet autre chemin possible, il est difficile, c'est toutes les raisons qui sont émotionnelles. C'est peut-être les raisons les plus importantes. Alors évidemment, c'est la conséquence de tout ce système dont je vous ai parlé et de cette charge mentale qui se rajoute. Déjà, rien que le fait d'emprunter d'autres chemins, quel que soit dans le domaine de votre vie, d'aller faire différemment du connu, c'est justement ça vous plonge dans cette peur de l'inconnu. Et c'est une peur qui est quand même très forte pour la plupart d'entre nous. Donc je pense que c'est un des premiers freins qui va se réveiller quand on veut essayer de questionner, de faire autrement. Je pense qu'une autre peur qui est très très forte, c'est la peur du rejet et de l'exclusion. Parce que on est des êtres sociaux, d'où le fait justement que ce système dont je parlais, cette société, elle est si forte parce qu'on a un besoin d'appartenance qui est hyper hyper fort. Et que ça peut vraiment conditionner peut-être nos peurs, justement, de ne plus être dans cette norme, d'être regardé autrement, de ne plus répondre aux critères de réussite dont j'ai parlé, par exemple. Il peut même y avoir des formes de loyauté familiale. Moi, je sais que c'est un sentiment que j'ai. Mon père, je pense qu'il n'a pas compris ma reconversion, pourquoi j'ai fait ça. Et c'est comme s'il y a une impression de déception. Parce que du coup, je ne colle plus forcément dans les critères de réussite qu'il avait souhaité pour moi. Évidemment, c'est à nous de vivre notre propre vie et je pense qu'on n'a pas du tout à faire en fonction de nos parents. Mais ça vient jouer dans des ressentis qu'on peut avoir. Le poids de l'entourage. J'avais une amie aussi qui m'en parlait. Elle avait peur justement de quitter son travail parce qu'elle savait que ses parents allaient lui dire « Non mais attends, t'es folle, qu'est-ce que tu fais ?» Ça a un poids très important, ce regard extérieur. Et puis, des fois, on peut se poser la question, mais si tout le monde fait comme ça, pourquoi, en fait, ce serait bien de faire autrement? Enfin, c'est vrai, ça vient un peu, parfois mettre, le doute, tout simplement. Je vous partage aussi un autre exemple qui est très personnel. Nous, on fait le choix d'avoir un seul enfant, alors qu'il y a quelque chose aussi de très normé dans la société, c'est 2 enfants. Parfois, ça vient me questionner en disant pourtant c'est mon choix, mais est-ce que c'est pas une erreur parce que si tout le monde le fait, est-ce que c'est pas que c'est ça la famille? Enfin, voilà, ça va pas empêcher mon choix, mais par moment, je vois, en étant tout à fait honnête, que ça vient me questionner, de dire t'es vraiment sûre? Parce qu'il y a justement ce poids de la norme qui fait se dire peut-être que c'est parce que c'est mieux, j'en sais rien. Je parlais du poids de l'entourage, il y a aussi le fait que ça peut créer des vraies tensions au sein de l'entourage et je parle encore plus de la cellule familiale. J'ai beaucoup le cas avec des amis naturopathes justement qui veulent faire des choix pour l'alimentation de la famille qui sont différents de ceux très généralement, enfin je veux pas être cliché, mais très généralement c'est le mari qui est pas d'accord ou le mari qui veut pas changer sa façon de manger ou celle des enfants. Et du coup, elles ont envie d'aller vers un autre chemin, justement, alimentaire, en termes de santé, en termes de même peut-être de choix écologiques. Et l'autre partie de la famille est pas OK avec ça. Et c'est compliqué, du coup, dans ces situations-là, de se dire comment, en fait, on se met d'accord et comment je peux être alignée avec mes envies et en même temps, pas me froisser avec mon partenaire. Enfin, c'est un vrai frein que j'ai beaucoup entendu. Et au niveau de la thématique émotionnelle, il y a aussi que emprunter d'autres chemins sur plein de thématiques possibles, ça peut entraîner des vrais bouleversements et des pertes de repères, voire même des pertes identitaires, des bouleversements identitaires justement. Moi en tout cas, je l'ai vécu de manière assez forte.
Émotionnellement, c'est intense, ça c'est clair. Ça peut même demander de passer par des processus de deuil. Et c'est un mot qu'on dit pas assez souvent. Et honnêtement, qui est à l'aise avec le deuil aujourd'hui dans notre société? Enfin, sachant que je trouve que c'est quelque chose, une thématique à laquelle on donne pas beaucoup de place dans nos vies. Quand on pense au deuil, la première chose auquel on pense, c'est à la perte d'un être cher. Mais en fait, c'est toute une traversée de deuil, de choses qui ne sont plus, en fait, des identités, des pertes de privilèges, par exemple. Moi, je vous avais partagé, dans l'épisode sur, l'envers du décor de la reconversion, ce qu'avait représenté pour moi, de réaliser la perte des congés payés, des jours fériés, des avantages du salariat, en fait, que j'avais pas du tout mesuré quand j'ai fait ma reconversion parce que j'étais portée par l'élan, par l'envie. Et d'ailleurs, heureusement, parce que sinon, je pense que si je m'étais posé des questions, peut-être que je l'aurais pas fait. Justement, si on regarde trop tout ce qu'on va perdre, c'est beaucoup trop difficile de lâcher tout ça. Mais ça fait partie, en fait, de traverser ces deuils, ces pertes. Donc je parlais beaucoup des désavantages sociaux qui peuvent être liés à certains statuts et du coup même peut-être les manques qu'on va traverser qui peuvent être douloureux. J'ai noté aussi dans la dimension émotionnelle que j'ai parfois justement une forme de nostalgie de l'insouciance dans laquelle j'étais avant d'être justement dans ces thématiques de questionnement parce que en fait je trouve qu'une fois qu'on a ouvert les yeux sur plein de choses dans le monde, on peut plus les refermer. Enfin, je trouve que c'est hyper difficile une fois qu'on s'est informé de faire «Oh non, je laisse ça de côté et je continue comme avant». Parce que c'est là où justement le désalignement, il apparaît. C'est mince, je connais les conséquences de telle chose. Du coup, j'ai plus envie de le faire. Ou alors quand je le fais, je sens que ça me pèse. Alors qu'au moins, quand je suis dans l'ignorance, j'ai pas cette sensation désagréable. Et j'avais vraiment nommé ça cette nostalgie de l'insouciance ou de l'inconscience. C'est beaucoup plus facile de pas se poser de questions. Après, est-ce que c'est souhaitable? Moi, je ne pense pas, mais c'est clairement beaucoup plus facile. Je pense que aller emprunter d'autres chemins, ça vient aussi nous demander de sortir d'une espèce d'anesthésie, parce que justement, quand je parle d'insouciance, je sais pas si c'est de l'insouciance ou une forme d'anesthésie dans lequel on vit la plupart d'entre nous dans ce monde, parce qu'en fait justement il est tellement dur que je pense qu'on finit par s'anesthésier collectivement sur plein de sujets pour ne plus les voir et pour plus justement tous les jours être là en train de se questionner, de se dire mais non mais c'est pas possible. Donc en fait on se met dans une espèce d'anesthésie collective. Forcément en fait sortir de cette anesthésie, le mot, il est explicite dans le fait que on va ressentir beaucoup plus de choses qu'on ne ressentait pas avant. On va ressentir de la colère, on va ressentir de l'injustice, du découragement, de la révolte, plein d'émotions qui sont pas forcément agréables. Moi, maintenant, j'aime bien la colère. En fait, c'est plutôt au contraire une énergie qui me met en mouvement, une énergie de l'action, mais voilà, par moments, c'est pimenté, quoi. Et justement, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est important, c'est que des fois, ça peut être violent de vivre tout ça. Et on n'a pas justement toujours l'accompagnement émotionnel, le soutien qui est là pour nous épauler, en fait, dans ces traversées qui sont vraiment, parfois, ces prises de conscience qui peuvent être vraiment douloureuses. Et ouais, l'impact émotionnel, je trouve qu'il faut vraiment pas le diminuer. Je parlais tout à l'heure de la perte de repères. Au-delà de ça, je pense que beaucoup d'entre nous, on peut être dans une sorte de flou sur qu'est-ce qui nous correspond vraiment. Tout à l'heure, j'écoutais un podcast de développement personnel, un peu coaching, qui disait mais essayez de vous demander qu'est-ce qui est vraiment juste pour vous. Et en fait, ça me faisait un peu rire parce que je me dis mais je crois que alors des fois on sait évidemment, mais il y a plein de fois où c'est très difficile parce que c'est le conditionnement social, il est tellement intriqué dans qui on est que de venir le démêler, c'est vraiment difficile.
Il n'y a pas longtemps, j'ai une de mes amies justement qui me disait ah, mais moi j'ai jamais eu de relation longue, tu vois, et c'est fou parce que pourtant c'était mon rêve depuis toute petite. Parce que je rêvais d'avoir l'histoire de toute ma vie et comme un peu à l'image de celle de mes parents. Et disait, et en même temps, aujourd'hui, je pense au fond, c'est pas ça qui me convient, mais cette envie, elle continue d'être un peu là en moi. Et ben c'est hyper normal en fait. On a tellement grandi devant ces normes dont je parlais que savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut, je trouve que la question, elle est trop vaste parfois, parce que notre identité, elle est aussi construite dans ces normes et elle en est pas non plus complètement dissociée. Donc c'est pas du tout évident de dire ah ben non, moi c'est ça. Non, en fait c'est beaucoup plus complexe comme réflexion. Donc voilà, j'ai balayé avec vous les raisons pour lesquelles cet autre chemin possible, il n'est pas facile. Donc pour récapituler, il y a tout ce qui est lié à notre système normatif, à notre système capitaliste, à la charge mentale de la lucidité et toute la dimension émotionnelle d'emprunter cet autre chemin, ces autres chemins. Parce que j'allais dire, il n'y en a pas qu'un. Et en même temps, pour moi, il y en a qu'un, c'est justement d'emprunter d'autres chemins possibles, comme si pour moi, c'est le seul chemin. Je reste convaincue de ça, parce que se questionner justement ce que nous propose la société, pour moi, c'est le seul chemin qui fait sens. C'est le seul aussi que je pense qui est viable d'un point de vue environnemental, écologique, personnel et collectif. J'ai souvent cette phrase qui m'habite et je sais pas si je vous l'ai déjà partagée, mais je la repartage. C'est que être normal dans un monde de fous, c'est être fou. Ça vient toujours un petit peu me rappeler non, en fait, tu fais bien. Même si c'est dur, tu fais bien de te questionner, d'aller creuser. Je suis convaincue que c'est un chemin émancipateur et transformateur. Mais j'avais envie de faire cet épisode parce que je pense que c'est aussi important d'en accepter la difficulté, de ne pas la cacher, puisque de toute façon, elle en fait partie. Ça permet de se rassurer, de se dire que c'est normal, en fait, parfois d'avoir l'impression de galérer, de pas s'en sortir, de pas oser, parce que pour toutes ces raisons-là. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, à mon sens. Je suis convaincue que c'est un choix de foi, en fait, de foi dans la vision du monde qu'on a envie de voir. Et y a que cette foi qui peut nous faire tenir et cet engagement pour traverser ces difficultés, de croire de manière hyper profonde dans ce qu'on a envie de voir évoluer pour notre monde et notre société. Je pense justement, ce qui peut aider, c'est de trouver des personnes qui sont aussi sur ce chemin, comme trouver entre guillemets notre nouvelle tribu, en fait. Ces autres personnes qui questionnent, qui essayent de faire autrement, et ça rassure de voir qu'on n'est pas seul. C'est aussi pour ça que je partage tout ça, pour rassembler autour de moi des gens qui ont les mêmes valeurs, qui croient en ce mouvement de faire autrement. Et je trouve ça assez fascinant de voir à quel point, en tirant le fil d'un sujet qui pouvait être au départ pour moi celui du travail, par exemple, en tirant ce fil, j'ai pu déconstruire en fait autour de autant de domaines dans ma vie. Il y en a encore plein qui me restent à explorer et déconstruire et dans lesquels je sais que je me suis pas forcément questionnée aujourd'hui, autant en tout cas. Parce que, comme je viens de vous le dire, de toute façon, sinon, ça serait complètement épuisant et submergent. Je sais pas si le mot existe, mais ça fait trop d'un coup. Donc voilà, j'espère qu'avec cet épisode, peut-être ça vous aura soulagé par rapport aux difficultés que vous traversez, peut-être permis de vous apaiser. Mais si je peux vraiment vous encourager à continuer comme ça et à persévérer, pour moi, c'est le message. En tout cas, moi, j'ai toujours envie de porter le nom de ce podcast en disant qu'un autre chemin est possible, et même s'il est difficile. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître.
Si vous avez envie de l'envoyer à des personnes qui sont sur d'autres chemins, qui traversent des difficultés pour justement qu'elles se sentent aussi moins seules, n'hésitez pas. Vous pouvez noter ce podcast sur Apple Podcast ou laisser un commentaire, ça me ferait vraiment chaud au cœur. Et puis, si vous avez envie d'échanger avec moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram @marion.alves_de_oliveira ou sur mon site internet marionalves_de_oliveira.com. Vous pouvez retrouver dessus les accompagnements que je propose, que ce soit sur l'autre chemin possible en termes de santé avec la naturopathie ou votre autre chemin possible professionnel avec du coaching justement pour ne pas vous décourager devant ces montagnes de difficultés, parce que ça va sans dire que accompagner c'est plus facile. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.